Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur les antennes de télé et sur les ondes de la radio Océan FM. Bienvenue à votre décryptage, donc votre tribune de décryptage des faits marquants de l'actualité nationale. Et c'est avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Mafourka. Bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, vous êtes par ailleurs expert en gouvernance, expert électoral. Nous allons être consultants en médias et communication puisque nous parlerons également des médias. Et justement, pour faire un peu le tour de nos plateaux, surtout de l'entretien, puisque Dr Patrick Renou était reçu par Angèle Toboula, il était question du rôle des médias en période électorale, mais on a parlé tout de même des acteurs politiques qui n'arrivent pas à s'entendre, bien évidemment, et puis le processus électoral, le respect des institutions. Agapit Napoléon Mafourka, globalement, les médias sont appelés au professionnalisme, comme le rappelle bien évidemment la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, et puis l'ODEM. Agapit Napoléon Mafourka, un rôle sensible quand même dans une période sensible. Oui, un rôle sensible dans une période sensible, mais les médias sont payés, sont très mal payés du travail qu'ils font. Les médias sont très mal payés parce que il y a une sorte de paupérisation de la profession, due peut-être aux professionnels eux-mêmes, due à la prolifération des médias, des organes de presse, et due à disons, à la marchandisation de la profession. Et donc, le rôle majeur, capital, sensible, délicat et difficile que les médias jouent n'est pas perçu à sa juste valeur, et donc des journalistes très mal payés, obligés de vivre des perdièmes, quémander presque, attendre donc ces petits prébendes façon... en fait, que nous appelons dans notre jargon le gombo. Oui, disons que... Non, je pense que la profession est plus sérieuse que tout ça. Et nous devons, c'est bon, là je dirige des organes de presse, nous devons être, disons, interpellés. On est interpellés. Il y a en 2002, j'étais assez jeune, j'avais quand même 20 ans. Secrétaire général de l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin, président de l'Union en 2000. J'ai pris sur moi la responsabilité d'organiser les états généraux de la presse béninoise, les premiers états généraux, pour donner une nouvelle stature à la presse béninoise, regrouper les associations. C'est comme ça que nous sommes allés, je pense, je l'ai déjà dit une fois, à l'Union des professionnels des médias du Bénin et au Conseil national. Mais après, on ne s'est plus entendu pour maintenir le navire. Hein, pour conduire le navire à bon port, il y avait trop de cacophonie, des ambitions, un peu ça et là, et puis bon voilà, pour un moment donné, il faut passer la main pour ne pas vouloir, pour ne pas passer, être toujours là. Mais moi, je ne suis pas toujours content de comment nous fonctionnons. On a deux fêtières qui semblent déconnectées, dépassées. Mais après, comment peuvent-elles aussi, vous avez le CNP à Bénin tout récemment a dû organiser une table ronde. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une prise de conscience au niveau des patronats. La présidente de l'UPMB, elle est au moulin, mais est-ce que l'UPMB tel que rêvé, pensé en 2002-2003, doit fonctionner de la même manière aujourd'hui? Il y a des questions. Il y a des questions très essentielles sur la profession à poser. Est-ce qu'il n'est pas question... Et donc il faut régler ces problèmes. Est-ce qu'il n'est pas question de penser aller vers un ordre avec aujourd'hui l'ouverture des moyens techniques à tous les Béninois, à tout le monde entier. C'est-à-dire qu'avant, la profession était protégée. Hein, aujourd'hui, tout le monde est potentiellement journaliste. Tout le monde publie l'information. Tout le monde publie des photos. Alors que rien que des photos avant, pour vous l'amener devant un tribunal. Aujourd'hui, tout le monde publie toutes sortes de photos, toutes sortes de déclarations, toutes sortes de messages. Il n'y a plus d'autocensure, il n'y a plus de responsabilité dans la publication. Les images d'enfants, les images des gens repentis, toutes sortes de publications. Il n'y a plus le recul, le retour. Et comme je l'ai dit, la décision de la HAC portant période avant la campagne n'est pas respectée, et pas à cause des médias classiques. C'est pas respecté à cause des médias instantanés. Parce que la course à la primeur, l'irresponsabilité, la méconnaissance des textes, tout ça ensemble a engendré ce que, après de moment, eux, ils diffusent. Les médias classiques sont obligés de relayer, en tout cas de ramener le sujet. Donc, il y a à se demander, est-ce que la profession telle qu'elle est aujourd'hui n'a pas besoin d'aller vers un ordre? On n'a pas besoin d'attendre que la France aille vers l'ordre
l'Allemagne aille vers l'ordre, que les États-Unis aillent vers l'ordre avant que l'Afrique ou le Bénin n'y pense. On peut y penser. Et donc, on peut innover. On peut innover. En tout cas, moi, mes réflexions d'aujourd'hui vont vers là, voir dans quelle mesure ordonner la profession. Ça n'enlèvera rien, pas grand-chose à la HAC, mais ça va compléter le travail de la HAC et faire en sorte que l'ordre et la HAC puissent travailler la main dans la main pour savoir qui est dans la profession. Ensuite, la régulation des médias, la régulation des médias et des réseaux sociaux doit pouvoir se faire de la manière la plus urgente et la plus diligente qu'il soit. Parce que là également, il y a trop de choses à dire par là et nous ne sommes pas suffisamment outillés du point de vue intellectuel et du point de vue discernement pour faire face à ce que nous, aux dérives qui peuvent éventuellement découler de cela. Nous entendons quand même que le développement des médias pourrait passer par l'érection de grandes entreprises de presse, par exemple. Quel est votre avis sur le sujet, par exemple? Ça devrait être le cas, mais est-ce que vous voyez ça venir? Combien de regroupements il y a eu depuis 20 ans? Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Le Benoît n'est pas... C'est pas le gars qui est dans travailler collectivement. Non, le Benoît, chacun... Quand ça marche chez toi, l'autre va faire la même chose. Quand ça marche chez toi, l'autre ira faire la même chose. Parce qu'il se dit que oui, mais voilà, pourquoi c'est toi seul qui... Donc, comme ça marche, toi, tout ce que tu commences là, ça marche, le voisin va le faire. Il n'y a rien à dire. Il va te dire que tu n'as pas le monopole. Donc, du coup, chacun a envie. Quand ça marche ici, tu es employé, tu démissionnes, tu crées pour toi. Ça marche chez l'autre, tu deviens son employé. Il te fait confiance, il te remet les moyens, et du jour au lendemain, tu le trahis, et toi-même, tu vas créer pour toi. Et ainsi de suite. Nous fonctionnons de cette manière-là, et dans tous les domaines possibles. Tu es dans un parti politique, le parti t'envoie au gouvernement, tu rentres au gouvernement, tu démissionnes du parti. Tu crées ton propre parti, voilà, exactement. Et ainsi de suite. Tu es dans le parti, on t'envoie au Parlement, tu es membre du bureau. Alors là, tu commences pas à rencontrer au niveau, enfin, à faciliter des grandes rencontres. Voilà, toi, tu te dis, mais je peux être le petit chef de parti. Exactement. Voilà, tu crées ton parti. Tu es un jeune, on te fait venir de néant, on te donne des moyens le gars te fait confiance, il te donne beaucoup il t'ouvre certaines portes, en fait, tu iras l'écraser là-bas et puis tu prends un peu ça. Alors, non, je ne peins pas tout en noir, mais nous sommes du Bénin, on sait comment ça... Est-ce que c'est le propre du Béninois? Je ne sais pas, j'ai pas envie de stigmatiser le Béninois, mais ici au Bénin, j'ai grandi, j'ai fait 98% de ma petite vie, quand même qui n'est pas négligeable non plus. 5 décennies, c'est pas peu. J'ai fait 98% au Bénin, donc vous imaginez quand même que je peux parler que du Bénin et bien du Bénin, donc je parle du Bénin. Très bien. Docteur Patrick Renaud a quand même parlé du respect des institutions, surtout quand on ne s'entend pas, sur les acteurs politiques ne s'entendent pas sur un certain nombre de choses, parce que pour lui, il estime quand même que les acteurs politiques devraient s'entendre sur le minimum, et si vous n'êtes pas content, vous référez aux institutions et vous soumettez tout simplement. Cela rejoint tout de même votre thèse que vous avez toujours défendue sur ce plateau, Agapit Napoléon Foykan. Oui, mais c'est quand même le b.a.-ba de l'état de droit. Et c'est là que je dénonce la tricherie des intellectuels. Parce que les problèmes que nous constatons, les problèmes que nous avons dit ça ne va pas, c'est une poignée d'intellectuels. Je continue de le dire. C'est une poignée, c'est moins de 50 personnes. Mais ces moins-là, ils font tellement du bruit, les réseaux sociaux aidant, et on a l'impression que ça ne va pas. C'est de la triche. C'est un défi aux institutions. C'est une méconnaissance. C'est-à-dire que c'est un mépris au peuple et à la République. C'est ça, quand tu le dis, c'est pas parce que tu es contre quelqu'un. Mais vous ne pouvez pas, une cinquantaine de personnes, et j'exagère, ne peut pas prendre en otage un pays. Hein? C'est inadmissible que vous ayez des tests et que quand vous êtes bloqué dans l'application, quand vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous créez qu'on doit s'arrêter. Tout doit s'arrêter pour vous. Tout doit s'arrêter parce que vous n'arrivez pas à être à jour. On arrête tout. Vous avez vu ça où, dans quel pays? Dans quel pays? Si c'était ça, le capitalisme n'aurait jamais prospéré. Dans quel pays vous avez vu ça? Et qui? Des intellectuels, parfois agrégés, qui vont enseigner à des étudiants. Mais ils disent des choses comme ça, tu te dis, attends, mais pourtant tu as quand même étudié. Dieu, tu es passionné, tu es consultant. Tu travailles pour des organisations internationales, mais tu peux dire des choses comme ça. Tu ne dois pas dire ça. Et pourtant, ils le disent. Ils le disent parce qu'ils nous savent amnésiques. Ils savent que les gens vont oublier du jour au lendemain. Ils vont passer un autre cap. On va les oublier qu'ils ont raconté tout ça.
Et ils viendront bien centrés, bien tirés, bien limés, ils vous tiendront un autre langage. Quelque chose ne va pas. Nous assistons à une déviance d'intellectuels sur la République et qu'on ne devrait accepter nulle part. Comment vous pouvez entendre des gens dont le mérite seulement est de dire je vais candidat de la République, je peux aussi le dire, vous devez plus le dire, qui n'ont pas été en mesure de déposer des dossiers. Correct. Ce qui est quand même une certaine paresse. Si vous ne pouvez pas déposer un dossier de candidature pour aller à l'élection, mais vous avez un problème de carence, par exemple. Mais quand ceux-là, c'est eux qui en imposent aujourd'hui, qui tournent, qui retournent, qui menacent, qui crient, il y a un problème. Mais attends, tu te demandes, mais ils sont sérieux? Mais c'est pas ça l'état du droit. Mais c'est eux qui devraient l'apprendre. Ils l'apprennent. Enfin, à défaut de nous l'apprendre, absolument, ils l'apprennent à nos enfants, à nos frères. L'état de droit, c'est quoi? La démocratie, c'est quoi? Les institutions, quelle place dans la République? Qu'est-ce qu'on appelle voie de recours? Qui doit y aller? C'est ça. Regardez quand vous sillonnez le pays. Est-ce que vous sentez une crise? Mais eux, ils veulent la crise. Ils veulent la crise. Pourtant, ils ont dit, nous sommes des partisans de non-violence. Mais attends, vous savez que je m'amuse toujours à évoquer le personnage lyrique de Molière, Jourdain. Si Jourdain faisait de la prose en s'en défendant. Hein? Non, ça dit, il ne faut pas d'être. Il ne faut pas d'être, il faut être lucide. D'accord? Donc, il ne s'agit pas de dire je ne veux pas la violence. Encore que l'autre vous dira qu'il veut la paix et pas la guerre. Non? Hein? Alors, la paix est un comportement. La paix est un comportement. Quand je ne veux pas de la violence, je dois avoir des comportements de non-violents. Les Gandhi nous ont montré plusieurs facettes de la non-violence. Nelson Mandela nous en a appris. Des personnages africains, il y en a. Même le vieux Houphouët-Boigny, moi mal compris, a dit non, je suis obligé de parler avec le système de l'Afrique du Sud parce qu'on ne peut pas tous lui tourner dos. C'est eux qui sont là. Si toi, ça doit changer, à défaut que ça change par la rue, c'est pas eux. Donc on peut continuer à négocier. C'est une posture. Et les faits lui ont donné raison avec le temps. On revient au Bénin. Le docteur Henou a quand même dit, mais c'est pas lui qui le dit. C'est la démocratie, l'état de droit fondé sur le respect des lois. Et notre article 34 de la Constitution est clair là-dessus. L'article 37 complète par rapport à ceux qui sont appelés à exercer des fonctions. Normalement, ces deux articles, je pense que au nom d'un nouveau pacte républicain, on doit les réussir. On doit leur donner force. Ces articles sont connus sans doute, mais ne sont pas... Comment? Mais c'est un citoyen qui ne reconnaît pas sa justice. Mais il ne doit plus postuler à quoi que ce soit. On doit constater qu'il doit le faire. À cause de cette déclaration. Il ne peut pas ne pas reconnaître les institutions de la République. On dit que c'est un devoir sacré, article 34. On a dit devoir sacré. Alors, comment on sacralise le devoir si tout le monde peut fouler ce devoir au pied? Si l'article est foulé au pied, alors qu'on dit que c'est un devoir sacré de respecter les lois de la République. Si il n'y a pas un acte qui rend la sacralisation forte, mais on dit que c'est votre totem. Et vous allez le cogner, vous faites tout, vous n'avez même pas d'interdit. Vous allez même, il est totem de quoi? Mais vous ne savez rien. Les épouvantes qu'on met dans les trucs, dans les champs là. Le jour où l'enfant va toucher et ça ne va rien lui faire, il va retoucher, mais c'est fini, ça c'est quoi? Mais c'est ça. Cet article, dites-moi, la portée des articles 34 et 35 de la Constitution aujourd'hui, c'est quoi? Demandons à nos intellectuels, aux jeunes, de travailler sur ça à l'université, dans une thèse. Peut-être que je vais m'en occuper aussi un jour. Mais eux, ils ont encore là, ils ont du temps, ils peuvent repasser. Article 34 et 35 de la Constitution. Quelle est sa force exécutoire aujourd'hui? Quelle est sa force probante? Je ne parle pas d'exécuteur, mais sa force probante. Lorsque c'est des universitaires eux-mêmes, parfois, qui se promènent ensemble avec des politiques, donc ils se mélangent, on ne sait plus qui est universitaire, qui est politique. Et ils défient l'État, défient les institutions. Ils violent, ils reconnaissent ce qu'ils doivent reconnaître. On n'appelle même pas le président de la République par son nom. Oui, monsieur Talon. Non, c'est pas monsieur Talon. Monsieur Talon, il est à la maison, oui, à l'état civil.
Mais c'est le président de la République. Et lorsque vous vous adressez au président de la République, c'est avec différence. C'est à l'institution, président de la République. À un ministre de la République, c'est avec respect. C'est à l'institution, c'est l'idée de la République incarnée. Ce n'est pas les personnes. Les personnes disparaîtront, les fonctions resteront. En tout cas, la République restera. Ça, c'est rien à dire. Mais quel est votre respect de la République si vous ne respectez pas les lois dont on s'est doté? Et si déjà on est quand même on se retrouve dans un cadre où on voudrait restaurer la démocratie et donc on se dit voilà, on n'est pas dans une démocratie et donc pour ça les lois de la République on les reconnaît pas. Est-ce que c'est qui le ont? Donc moi-même je dis je ne reconnais pas aussi les lois et vous-même vous me dites la même. Si dans cette maison chacun doit dire ce qu'il reconnaît et ne reconnaît pas, vous pensez que ça va tourner? Si le cadreur dit, il ne reconnaît pas. Si le réalisateur dit, il ne reconnaît pas. Vous qui parlez là, qui va vous voir? Il faut dire que la réalisation aille vers la diffusion, que ça monte et que les gens nous voient. C'est une synchronisation. Et le code permet on s'entend sur le code. Et donc, dès qu'on s'entend sur le code, chacun remplit une part. Et ça permet à tous. Donc, c'est ça la loi, c'est le vivre ensemble. Le pacte républicain, le contrat social, c'est cela. Alors si dans le contrat, il y a maintenant des individus qui se croient plus intelligents, soit on les éjecte, soit on les laisse pourrir le système. Or, il se fait que, depuis 1990, on a toujours laissé des individus pourrir le système. Et on a toujours rafistolé. On a toujours tenté de colmater les brèches au nom d'une paix factice, une paix de façade. Au nom d'une paix de façade et à coup de compromission, on a laissé les individus défier l'État, affronter l'État, au point où l'État s'est affaibli sérieusement. Alors, le travail de Patrice Talon, depuis 2016, c'est de ramener l'État à sa place. Et il est accompagné par beaucoup de forces vives, dont les institutions, l'Assemblée nationale, la 7e et la 8e législature. Les autres institutions accompagnent. Mais comme dans ce genre de choses, il y a tous des résistants. Et n'allez pas chercher dans le peuple. Le peuple est docile. C'est les intellectuels qui sont les corrompus, qui corrompent la base. C'est eux qui corrompent. Quand on dit corrompu, pas nécessairement. Corrompu, c'est indiscipliné, je veux dire. Hein? Indiscipliné. Pas toujours, pas corrompu. Donc, c'est eux qui, au nom de leurs intérêts inavoués, d'agenda caché, d'une capacité d'adaptation, de volonté de ne pas changer, de peur du lendemain, de peur de changement, c'est eux qui bloquent l'évolution des systèmes. Et ce que nous vivons aujourd'hui n'est que ça. N'est que ça. Mais vous connaissez les conditions pour aller aux élections depuis novembre 2019. Vous attendez 6 mois avant les élections, vous ne commencez pas à crier, comme si les textes étaient nouveaux. Vous défiez l'État. Vous dites que vous ne voulez pas, que telle pièce ne vous concerne pas. Et après, vous dites que vous allez aux élections. Moi, j'attends le 11 avril pour voir qui ira aux élections. Puisque... Moi, j'attends le 11 avril. En tout cas, la République, elle attend le 11 avril. Avant le 11 avril, vous savez qu'il y a le 5 avril, puisque cette question est encore revenue aujourd'hui lors d'une rencontre entre quelques personnalités de front pour la restauration de la démocratie, que cette question de la fin du mandat présidentiel et justement Frédéric Joël Aïvo qui pense que selon la Constitution, le mandat finit le 5 avril et en lieu et place, il y aura justement des idées, il y aura des projets de société et tout cela. Oui, je pense qu'on ne va pas continuer à relayer ce genre de choses. C'est des hérésies, on ne doit pas les répéter. C'est un agrégé on ne doit pas, je vous ai renvoyé à l'article 34. Je pense qu'il faut qu'on commence par sérieux. C'est là, les relais également. Il faut qu'on commence par sérieux. On ne doit pas relayer ces choses. On ne doit pas relayer parce que c'est contre-productif. Ça ne va pas. Ce qu'ils savent, ce n'est pas possible. Ce n'est pas fait. Tout ce qui est dit là est dit. Ils n'ont pas été capables de désigner même un duo. Ils ne sont même pas capables de désigner un duo. Vous pensez ils ont désigné un duo finalement. Qui
finalement, C'est quand on prend le Front pour la restauration de la démocratie, il y a oui. Moïse Kérékou. Il y a eu trois, il y a eu 3 duos en moins de 24 heures. Vous voyez pas qu'il y a un problème déjà. Donc, aujourd'hui, ça dit que c'est insensé. Je pense qu'il faut que, si on a envie que le système se maintienne en place et qu'on n'emboule pas les populations, on ne doit plus relayer ces gens. Parce que c'est pas normal de les entendre. C'est contre-logique, c'est pas normal. L'État En fait, certains veulent jouer aux zozos, peut-être parce qu'ils ont envie aussi peut-être de jouer, qu'on s'en prenne à eux, peut-être qu'ils vont commencer par crier que voilà, on les chasse, machin. Mais ils racontent mais cette affaire est actée, c'est acté. Et lui-même, jouer là, il voulait être candidat, non? Oui. Mais c'est pas allé à quelle élection? C'est pas allé à l'élection de 11 avril. Et comme ici, il était candidat pour aller à l'élection de 11 avril, si sa candidature avait prospéré, ce qui va se passer le 5 avril, là, il va faire quoi? Il va d'abord arracher le pouvoir, avant d'aller aux élections. Non, mais attention, soyons logiques. Soyons tout simplement logiques. Disons les choses qu'on ne répète, qu'on doit, que demain, quand on les écoute, on s'écoute soi-même, on soit fier. Ou quand vos enfants vous écoutent demain, qu'ils soient fiers de vous. Et quand même la prospérité, même 50 ans après, aujourd'hui avec les technologies de l'information, avec les nouveaux médias, avec tout ce qui se passe, 50 ans après, même sans vous, les gens vont vous écouter. Faites en sorte que les gens en vous écoutant soient fiers. Mais ne racontez pas n'importe quoi. On peut changer dans le temps. Non, on ne change pas. Il y a des fondamentaux. Le respect des lois. On n'est pas en position où on peut appeler à la révolution. Non. Non, il y a des moments où, lorsque l'État écrase son peuple, vous savez, en RDA, en 89, quand les gens sont sortis, et nous sommes le peuple face au char, et ils criaient, nous sommes le peuple, là, le système a changé parce que nous ne pouvons pas écraser le peuple avec le char. Là, c'est changement radical de système. Et c'est comme ça que le mur, c'est ça, l'histoire de la RDA. C'est ça le début de la révolution, à ce niveau-là. Ça s'est précédé de beaucoup d'événements. Mais ici, on est dans un débat normal où on peut ne pas s'entendre, mais c'est une affaire de temps. Mais ceux-là qui disent on casse tout, c'est pas des patriotes. Ils ne peuvent pas dire ça. C'est tout pour nous seuls, non. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter ça. Il doit y avoir des citoyens qui doivent dire arrêtons ça. Et normalement, c'est là que l'autodiscipline des médias devrait être les relais de ces choses-là. Parce que c'est pas normal qu'on défie la logique. C'est comme si les atteintes à la pudeur, de petites règles morales, qu'on commence par aller dire que c'est impossible, qu'on dit non. Moi, j'ai pas envie même d'en donner un seul exemple. Ce sera contre-productif. Mais c'est la même chose. Quand des individus disent non, la Constitution, là, moi, je ne veux pas nous, on va faire ça. Mais ils ne sont pas qualifiés. Ils ne sont pas qualifiés. Donc, nous devons, si on n'a pas cette rigueur d'arrêter ça, et chacun à son niveau, pas bien d'arrêter les gens, de les emprisonner, non. Mais les banaliser, et faire en sorte qu'ils deviennent banals. Et donc, oublier, ne plus commenter, par exemple. Ça donne que ça rentre dans la banalité. L'État tourne. Les populations sont disciplinées. Ils ont envie de créer la zizanie dans les esprits et de réduire le taux de participation aux élections. Mais ce faisant, à qui ils font mal? Ils font mal aux populations. Ce n'est pas à ceux qui sont là qui font mal. Parce que ne pas aller aux élections, ne pas aller voter, c'est le droit de qui ici? Si vous avez un droit auquel vous renoncez, mais qui en souffre? Bon, ce droit revient tous les 5 ans. D'accord, mais qui en souffre? C'est pas ceux à qui vous laissez le droit. On a 3 duos à l'élection présidentielle, dont 2 sur le canal de l'opposition. Si ces gens-là étaient vraiment motivés par un souci patriotique et par une envie vraiment de changement, ils ont le choix entre 2 duos de l'opposition. Soyons sérieux. Ils ont le choix. Maintenant, comme ce n'est pas eux, ils sont prêts à tout. Comme les ancêtres le faisaient, comme les grands-parents le faisaient, comme les parents le faisaient, ils sont prêts à tout saccager, à tout brûler pour brûler avec. Mais comme certains sont dans les trucs frontaliers, vous allez voir, c'est les premiers à détaler
quand ils vont crier. Quand on était à l'université, dans les années 90, c'était un peu ça. Hein. En dehors des communistes qui étaient très sérieux et très appliqués, il y en a qui criaient hein, lors des grandes réunions estudiantines, ils criaient, mais lorsque ça tonne, vous ne savez jamais comment ils détalent. C'est eux que vous voyez encore dans leur cabine après, en train de déambuler, et ils ne prennent aucun risque. Bon, on dit que c'est une stratégie. Hein. Il faut reculer pour revenir. Oui, en livrant les petites âmes au feu. Non, c'est pas sérieux. Très bien. Donc, c'est un peu ça. Je pense qu'il faut banaliser. Il faut commencer par banaliser ce qui banalise la République. Et rester collé et rester concentré sur l'essentiel. L'éducation civique, l'éducation patriotique, l'éducation civique doivent, je pense, prendre le pas aujourd'hui. Et normalement, est-ce que ce n'est pas plus de la responsabilité des partis politiques? On doit dénoncer. Oui, les partis politiques se mettent en place. Vous savez, ce que nous vivons actuellement est terrible. Pendant que ça se corrige, ça se met en place, comme je vous l'ai dit, il y a toujours les résistants au changement qui pensent qu'ils sont investis d'une mission, par qui, je ne sais pas. Parce que le peuple, ce qui est curieux, c'est que la constitution commentée a été faite par l'équipe de professeur Evo. Et quand vous relisez ce qui est dans la constitution de 1990 commentée, il y a des choses aujourd'hui que vous vous demandez si c'est la même personne qui a fait ce travail et qui fait ce qu'il fait, par exemple. Alors donc, vous allez me dire, oui, la posture politique, oui, mais attendez, on n'est pas tenu d'aller à ce niveau de jusqu'au-boutisme avant de se faire connaître. Parce que là, comme ça, je ne sais pas si ça l'arrange. Moi, je ne pense pas. Je ne sais pas si ceux qui l'entourent lui disent ça. Il y a tout de même un point sur lequel vous rejoignez Agapit Napoléon Maforkan. Vous l'avez dit même il y a quelques jours que justement notre démocratie, nous la devons à deux personnes. Le général, donc feu général Mathieu Kérékou et puis feu Monseigneur Isidore de Souza, il a dit encore aujourd'hui la paix et la démocratie, nous les devons donc à ces deux hommes. Oui, à Monseigneur de Souza, oui, et à Mathieu Kérékou, c'est vrai. Donc, c'est deux hommes. Ils auraient pu. Je pense qu'en le disant, eux ils incarnent qui? Le prochain, ils vont incarner qui parmi les deux, par exemple? C'est là la question que je me pose. Moi, je suis prêt à le lui poser. Hein, pour ça. Il incarne qui? Kérékou? En fait, il doit incarner quelqu'un? Si on leur doit la paix et la démocratie, chacun doit travailler à incarner un peu cela, ou à faire beaucoup mieux qu'eux. Vous savez, comme je l'ai dit, Kérékou avec l'armée, il aurait pu dire que c'est moi ou rien, comme eux le font aujourd'hui. C'est moi ou rien. Si vous ne me donnez pas 5 ministres, si vous ne me donnez pas 6, je ne vais pas accepter. Il n'a rien marchandé. Il n'a pas marchandé. Ils n'ont qu'à faire comme lui. C'est une affaire de temps. Les gens ont raté les élections législatives en 2019. Ils peuvent aller en 2023. C'est 4 ans. 2 ans sont déjà passés. Le temps n'est pas infini. Donc, pensez que vous devez tout faire tout aujourd'hui. C'est que vous n'êtes pas... Bon, il y a un agenda de vie. Mais si peut-être que dans l'agenda de vie, ce n'est pas prévu en 2023. Vous savez combien de fois Adrien Mbodji a été à l'élection présidentielle à Bruno-Moussou? Vous avez l'impression qu'ils se plaignent aujourd'hui? Quand vous les voyez, vous avez l'impression que quelque chose leur manque dans leur vie. Mais quand ce n'est pas écrit, c'est pas écrit. Et j'ai dit que la posture du professeur là ne lui... Parce que quand il va prendre le pouvoir, par exemple, professeur Evo, il va, ou bien front de renouvellement de l'histoire de la démocratie. Là. Vous voulez parler du front pour la restauration de la démocratie? Quand ils vont prendre le pouvoir, là, c'est pour diriger quoi? Mais quand ils auront mis l'État au sol, à quel moment ils vont le relever? C'est un mandat de 5 ans. Mais c'est pour conduire le pays dans le désordre et dans l'anarchie. C'est ça le problème. Vous ne pouvez pas vouloir d'un pouvoir et l'anéantir avant de le prendre. Vous ne pouvez pas vouloir diriger et utiliser déjà et adopter comme stratégie la banalisation de l'État. Vous ne pouvez pas. Parce que quand vous choisissez ce que vous pouvez respecter, mais demain, vous avez des gens qui choisiront ce qu'ils vont respecter. Et on va, de ça à ça, on va aller où? Donc, oui, Mathieu Kérékou et Monseigneur de Souza, paix à son âme, paix à leur âme. Oui, ce sont deux personnages qui méritent d'être célébrés, c'est vrai.
Kérékou, beaucoup plus clivant, parce qu'il a été chef d'État, donc il y a des gens qui lui en veulent encore sur des actions politiques. Bon, c'est à eux de savoir pardonner. Monseigneur de Souza était un personnage extraordinaire, je pense. Et d'ailleurs, on en parlait vendredi dernier, puisqu'on se rappelle de son décès, 22e anniversaire donc de décès. Voilà. C'était hier, 13 mars en fait. Hier, on s'en souvenait. Oui, c'était 13 mars. Voilà. Donc, c'est l'action conjuguée de des personnages qui ont fait que une rencontre conjoncturelle de sauvetage d'un État en banqueroute est transformée par certains en rencontre historique. Moi, non. Comme je dis, on doit se souvenir de 90 comme un moment difficile dans notre vie pour éviter ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Quand on a communiqué en 90, on ne peut pas accepter que des citoyens banalisent la République, banalisent l'État au point de sillonner le pays et de désinformer, hein, de fouler au pied les lois de la République, alors que c'est leur devoir sacré de les respecter. Il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau. Donc, oui, quand on a les mêmes visions sur le travail de Monseigneur et de Mathieu Kérékou, tant mieux. Mais après, qui incarne qui? Qui travaille à faire quoi? Pérenniser les actions de ces deux hommes, c'est d'abord la discipline républicaine. C'est cela. C'est cela. Et déjà, quand on prend Monseigneur Isidore de Souza, quel héritage devrons-nous préserver de l'illustre disparu? Robert, vous voulez me faire répéter tout ce que j'avais dit? Justement, c'est important. Non, on va pas... non, la répétition est pédagogique, mais il ne faut pas qu'on rabiboche non plus les oreilles des téléspectateurs. Non, je dis, Monseigneur c'est un personnage complet. C'est-à-dire que c'est l'homme peut-être providentiel de la conférence nationale. C'est celui grâce à qui nous devons, c'est celui à qui nous devons une fin heureuse. La main de Dieu sans doute. La main de Dieu sans doute. Après, tout le monde ne peut pas être Monseigneur de Souza, mais le minimum de comportement qu'on demande à chacun, c'est le comportement citoyen. Mais nous voudrions avoir aujourd'hui des Monseigneur Isidore de Souza, et nous avons de la peine à les avoir. Non, il faut incarner les vertus qu'ils ont pu avoir, mais il faut ajouter des... Les problèmes de 90 ne sont pas ceux de 2021. Par exemple, aujourd'hui, nous vivons Covid-19. Par exemple, on ne sait même pas où on va avec. Les gens redoublent d'ingéniosité, mais on est coincé dans cette affaire. Donc, quels sont les nouveaux personnages à incarner? Patrick Talon incarne une partie de ces citoyens nouveaux dont on avait, qui n'existaient pas, enfin, qui n'étaient pas impactés en 90, mais qui changent aujourd'hui le cours, qui changent favorablement le cours du Bénin. Vous le savez, tout le monde célèbre ça aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas totalement d'accord avec lui. J'ai eu la chance d'échanger sur un plateau avec le monsieur Rétis Lagba, qui est un avocat du ministère des Finances, et qui est resté au secrétaire permanent, en tant que secrétaire permanent donc, du Conseil national de suivi, négociation de programmes d'ajustement structurel pendant près de 10 ans. Et quand vous l'écoutez, lui, il n'est pas dans la politique politicienne. Il est sidéré. Après, il a ses limites, il a quelques réserves sur la politique économique, il a dit bon, donc, il a quelques réserves. Mais, donc, ceux qui analysent froidement, sans parti pris, savent que quelque chose a changé dans ce pays, que quelque chose change. Mais pourquoi on ne peut pas tous reconnaître ça? En fait, tous reconnaître... Oui, ce qui est si évident. Quand c'est évident, on n'a pas besoin de s'opposer. Quand c'est si évident, on n'a pas besoin de s'opposer sur ça. Hein? S'opposer ne doit pas être disons, un effet de mode. C'est ça qui a conduit au rejet du mandat unique, du projet de révision de la Constitution en 2017. Quand c'est devenu un effet de mode, on s'oppose sans raison. Parce que c'est lui qui est là. Non, on doit se donner... Donc, moi, est-ce que quand on a perdu quand même le pouvoir en 2016 par exemple, est-ce qu'on ne devrait pas assumer son opposition? À quoi? S'opposer à quoi? Et à qui? S'opposer pourquoi? Voilà des questions. Vous voulez vous opposer pourquoi? À quoi? À qui? Si l'opposition devient une affaire de tête, ta tête ne me plaît pas, je m'oppose à toi. On n'est plus en République. On n'est plus en République. On est dans les petits jeux de quartier, de bistrot.
Hein? C'est pas ça la République. Vous savez, c'est ça qui est le problème. Je pense que il va falloir que les gens travaillent sur le contenu des vocables de Mathieu Kérékou, d'intellectuels tarés, dépaysés. Hein? Quand je reviens là-dessus, ça permet de dire, mais concrètement, est-ce qu'on ne va pas s'asseoir pour voir vraiment ce que Mathieu Kérékou mettait dedans? Moi, je sais, finalement, j'ai eu le temps de comprendre pourquoi le général a obligé de dire une telle expression. Parce qu'il y a des choses qui se passent qui ne doivent pas se passer. Quand même, on a appris l'alphabet et on a appris l'arithmétique. C'est le b.a.-ba du français, non? Après les lignes droites, les obliques, ronds, les ronds. Quand on a fini de faire ça, on commence par faire l'alphabet, après on fait... Bon, même l'approche par compétence, les gens ont ajouté Bon, c'est vrai que ça évacue... les gens ont ajouté le syllabaire. Les gens ont ajouté le syllabaire. Donc quand vous allez faire l'alphabet et vous allez faire l'arithmétique, vous devez quand même apprendre à raisonner au moins pour que le minimum, afin que tout le monde au moins vous en... Enfin, le tout dernier de ceux qui comprennent français peut vous comprendre, puis c'est notre langue de travail. Alors si vous n'êtes pas capable de faire ça, je ne sais pas à quoi on est capable. Ça veut dire que vous êtes taré. Et si vous n'arrivez pas à adapter vos compétences aux réalités, ça veut dire que vous êtes dépaysé, n'est-ce pas? Vous êtes perdu chez vous. Vous n'avez plus la notion de la réalité de chez vous. Vous ne pouvez plus apporter une réponse, alors que vous êtes diplômé pour apporter des réponses. Alors, essayons de définir ensemble l'état de droit, les conditions de l'état de droit, l'état de droit au Bénin, c'est qui le peuple, et comment il exerce sa souveraineté. Analyse grammaticale et logique des articles 34 et 35 de la Constitution. Implication politique. Implication judiciaire. C'est des petites choses. Hein? Certainement, vous êtes certain que personne n'est ignorant. Je le propose. Non, je ne dis pas que... Si on peut s'amuser à ça, mais je pense qu'il faut demander que, bon voilà, les gens veulent dialogue. Peut-être que ça va être peut-être le premier, enfin un test psychotechnique avant le dialogue. Tout au moins une définition, au moins ça, pour savoir si au moins on est vraiment dans ça. Parce que si on ne peut pas être dans ça, c'est comme je ne sais pas pourquoi on est en République. Si on ne peut pas être dans ça, je ne sais pas pourquoi on est en République. C'est aussi simple. Moi, parlons, on n'a pas besoin de s'injurer sur les réseaux sociaux. J'en vois qui sont déjà totalement, qui s'arrachent à leurs cheveux comme d'habitude, incapables de vous suivre, ils n'ont que d'injures. Hein. S'ils peuvent faire un peu d'effort de m'aider. Est-ce que ce n'est pas ça qui donne... S'ils peuvent un peu d'effort de m'aider de la vitalité à notre démocratie. De m'aider à ce que nous discutions, par exemple, quand on utilise peut-être le livre de la Constitution commentée du professeur Aïvo, ça peut nous servir de repère. Et lui-même en maître, et puis qu'il est agrégé. Alors, donc on a de la matière, personne de ressources, documents, témoins, et on s'amuse dans l'agora. Ça peut nous aider à avancer. En fait, ça peut nous aider vraiment à avancer, je suis sérieux. Hein? Ça peut nous aider à avancer. On a la personne de ressources, on a un document témoin, on crée l'agora et on discute. Pourquoi pas? Est-ce que les Béninois sont capables de s'asseoir et de discuter sur la base des choses d'un français à l'abord facile? On ne parle pas de français de l'académie. Un français... Ce dont vous parlez, en fait, il y a quand même des personnes qui se retrouvent, des personnalités qui se retrouvent dans le front, voudraient aller au-delà de ce cadre de dialogue, un dialogue national. Ça ne servira à rien si on ne peut pas définir l'état de droit, si on ne peut pas définir la démocratie, si on ne peut pas dire c'est qui le peuple, si on ne peut pas dire la place des institutions dans une démocratie, si on ne peut pas parler de commenter l'article 34-35 de notre Constitution. Quel dialogue? Les mêmes choses vont produire les mêmes effets. Oui. Vous voyez ce qu'a engendré le dialogue politique organisé le président Patrice Talon. C'est une bonne chose. La personne ne l'a exigé. Et vous avez vu qu'il y en a qui ont dit non, et c'est après qu'ils réclament pour eux. Ça dit que, justement, vous ne voyez pas. Le président Talon n'a pas été forcé par quelqu'un à organiser le dialogue politique. Le dialogue politique a fait évoluer beaucoup de choses. Mais puisque certains sont dans une posture
d'opposition systématique. C'est pour ça que je pense qu'il y a des préalables à tout dialogue. C'est sur quoi déjà nous nous entendons. C'est ça. Disons-nous sur quoi. Parce que quand on vous dit, mais quel est le problème en fait? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Le seul, les gens me disent, mais non, comment on peut avoir un parlement comme ça? Je dis, mais comment en est-on arrivé là? C'est là que les gens on ne se comprend pas. Comment est-on arrivé là? Vous avez rejeté le projet de révision de la Constitution. Il y a eu des rencontres, séminaires et autres parties sur les réformes politiques. Tout le monde a participé. Les textes ont été votés à l'unanimité ou à une voix près. Au moment de les appliquer, maintenant, vous faites marche arrière. On dit, bon, retrouvons-nous pour nous entendre. Vous êtes d'accord. Comité paritaire, d'accord. Vous faites travail, d'accord. Vous produisez des documents, d'accord. Vous signez, d'accord. Au moment où on doit aller en plénière, il faut revenir là-dessus. Alors, comment vous voulez qu'on... C'est que le débat ne fait pas personne. Et les mises en cause, les personnes dont je parle, je les interpelle régulièrement, ils ne répondent pas. Parce qu'ils ne se sentent pas obligés. Bon, est-ce que peut-être pour eux, c'est dépassé? Ah oui, donc c'est dépassé, on regarde devant. Il attend 2023. Et donc, on fait. Donc, ce débat n'a pas de sens, tous ces débats n'ont pas de sens. En fait, tout le problème est là. En réalité, mais quand vous tombez, et vous commencez par râler, demandez, mais pourquoi vous êtes tombé? Vous êtes trébuché? Alors, pourquoi vous ne regardez pas par terre quand on marche, on n'a pas besoin d'avoir la tête au sol. Mais quand on marche, quand même, les yeux balayent, ont un rayon de balayage qui vous permet de voir. Sauf si vous êtes aveugle. Et donc, si vous êtes aveugle, vous avez la canne blanche. Enfin, malvoyant, on dit. Donc, vous avez la canne blanche, vous êtes accompagné. Donc, dans l'absolu, il y a un problème. Il faut aller questionner le problème. Sinon, on a le dialogue, on ne va pas aux élections. C'est du jeu béninois. On est habitué. C'est du daoméen béninois. C'est pas nouveau. Ils s'entendent quand ils sont dehors. Et quand ils prennent le pouvoir, ils se battent. C'est un sport béninois. Et qui fait que, bon, voilà, les races changent. Enfin, les hommes changent, les générations évoluent. Mais il y a de la chez nous qui dit que, évidemment, le bout ne peut pas donner une chèvre. C'est ça, non? Ou bien la vache ne veut pas donner un bout ne peut pas mettre un bout. Ça veut dire que vous êtes le fils de votre père. Hein? Donc les générations changent, mais le Dahomey, même devenu béninois, n'a pas changé. Il est resté. Quand on fait une analyse comparée, on a quand même évolué. Il est resté le même, avec les mêmes tas, autant que je vais mettre. Sans moi, le pays va tomber. Je suis le meilleur, merci. Tous les autres sont nuls. Les tests sont mauvais. Et quand je viens, vraiment, le pays nous appelle, nous devons nous mobiliser. Et je mets mes tests à ma manière. Ça, c'est quelle manière de diriger. En fait, quand vous parlez de ces choses, vous parliez de codes. Il paraît que l'univers politique a son code aussi, et ça répond à ces choses. Non, la République est au-dessus de l'univers politique. C'est pour ça que je dis que nous devons nous entendre sur un certain nombre de fondamentaux sur la République. L'État, je pense, on devait... Vous savez, quand on parle sous la Révolution, nous parlions donc de la construction nationale, la formation patriotique, idéologique et pré-militaire généralisée à tous les niveaux. C'est ce que la Révolution disait. Parce que la production nationale, la construction nationale, la formation patriotique, militaire généralisée. Parce que si vous n'avez pas une formation patriotique, et à doubler d'une formation militaire, ça, de connaître comment on exécute, comment vous mettre devant des tâches parfois complexes, et vous avez l'obligation de vous mettre à l'œuvre. On bavarde beaucoup devant le travail. Or, seul le travail fait l'homme. On bavarde. C'est qu'il faut restreindre le temps du bavardage et rester l'esprit concentré sur le travail, sur la qualité du travail, sur la finalité du travail. Le travail qui fait l'homme, c'est le travail qui produit des effets pendant longtemps, des effets positifs. On parle de Monseigneur de Sousa aujourd'hui, alors qu'il est décédé il y a 22 ans, alors que la conférence nationale était bien depuis 31 ans.
On en parle pourquoi? Parce que il a travaillé à se donner une personnalité. Et cette personnalité a éclos à la conférence nationale. On n'a pas demandé pas de Mathieu Kérékou. Avec tout ce qu'on a dit de lui, on l'a renvoyé, on a le ramener, on l'a crié, on l'a... Pourtant, ce monsieur, c'est encore lui qui demandait au peuple de sortir pour aller voter en 2011, il y a 10 ans déjà. Parce que le pays était bloqué. Personne ne voulait aller aux élections avec la Libye. C'est Mathieu Kérékou et Émile Alain Sissou qui étaient appelés à la réponse. Tout ça doit nous faire réfléchir. Nous devons travailler, aller de l'avant. Les jeunes générations que je vois là, il faut qu'ils quittent ces postures-là. Ce n'est pas de bonne posture. Ils ne lèguent rien. Ils sont assez jeunes, mais déjà il y a des jeunes générations devant eux. Et ce qu'ils font est mauvais. Il faut le dire. Il faut pouvoir le dire. Et ce qui est dommage, c'est que certains aînés, quand vous voyez certains aller dans le sens, non, parce qu'il faut faire mal à l'autre, non. 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 Non, il faut avoir le sens de l'État. Et vivre ensemble oblige à des codes. Et quand on s'entend sur les règles, ça devient liberté. Donc c'est avec liberté et empressement qu'on devait les respecter. Alors, qu'est-ce qui est nouveau dans ce qui se fait aujourd'hui? Et je veux que simplement que quelqu'un vienne et tient au respect des lois, au respect des règles du jeu. Donc on lui reproche le respect des règles du jeu, c'est tout le problème qui se pose aujourd'hui. Sinon, en réalité, il n'y a rien de nouveau. Mais avant, quand les gens sont en retard, ils crient et on fait marche arrière. Ils crient, on fait marche arrière. On ne sait plus où on va. Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où il va. Voilà le problème. Il faut qu'on creve l'abcès. On ne peut pas continuer à avoir du langage. Il faut qu'on creve l'abcès. Ce que fait l'équipe qui dit qu'il veut remonter la démocratie, ils font de l'anarchie. Ils font de l'anarchie, ils font du désordre. Ils font du désordre. Ils promeuvent le désordre. Ils font l'apologie du désordre. Il faut le dire. Il faut l'appeler à la raison. Il faut que des gens volontaires, des médiateurs sociaux, les ramènent à la raison. S'ils ne sont pas en mesure de comprendre. Il faut que les gens les ramènent à la raison. Il y a plein de personnalités qui vivent ça avec douleur, mais qui ont peur d'en parler. On ne peut pas laisser des gens, des bras valides, des forces vives, qui sont quand même en mesure de diriger. On ne peut pas les laisser faire ce qu'ils font là. Il faut fermer. Il faut finir avec. Il y aura élection par la grâce de Dieu le 11 avril prochain, avec les 3 duos, Tchimba et Roubaix, Corentin Koé. Koé Agossa et Talon Talata. Par la grâce de Dieu, il y aura élection le 11 avril. Il y aura un nouveau président qui prendra fonction le 23 mai. Et la République va gagner au-delà et par-delà tout. Et peut-être après, il va falloir ramener certains à l'ordre. Pas en les brutalisant du tout, mais il faut ramener le dialogue. Est-ce que le dialogue dont on parle, est-ce que même après la présidentielle, c'est toujours possible de se parler? C'est utile de se parler après la présidentielle. Et les questions que j'ai posées sont des questions fondamentales. En fait, pour vous, ce sont des préalables. C'est des préalables, c'est du biaba. C'est ce sur quoi on ne s'entend pas. Mais justement, je vais à un dialogue pour dire, voilà, j'ai telle compréhension de la chose, non. Je ne suis pas d'accord pour ça. Non, pour il faut ça. des textes psychotechniques. Il faut des textes psychotechniques pour certains. Il faut d'abord qu'ils comprennent de quoi on parle avant de les amener au dialogue. Sinon, si on dit, bon, chaque partie, 2 personnes, on va retourner dans les... Oui, chacun dit ce qu'il... Et après, dès qu'on va voter les nouveaux textes, il y en aura qui seront derrière et qui vont crier encore que la République est en danger. Voilà ce qui va se passer. Aussi simple que ça. C'est le Taobé qui est devenu Bénin. C'est comme ça. Personne ne veut perdre. Dès qu'il perd, il préfère que tout le monde perde que ce soit lui qui perd. C'est pas normal. Il faut finir avec ça. C'est pas une fatalité. Ah, il faut vaincre cette fatalité. C'est pas une fatalité. Et si ça était une, il faut la vaincre. Voilà. Donc, après les élections, oui, il y a une possibilité de dialogue. Mais je pense qu'il faut soumettre les gens au texte psychotechnique. Enfin, qui prend la responsabilité sur la République. On pourrait dire que c'est la première fois. Sur la République, sur les fondamentaux de la République, sur le minimum, la compréhension qu'on peut en avoir. Peut-être qu'il faut qu'on redonne de nouvelles définitions
Au moins, on s'entend d'abord là-dessus. Et donc, dans le cahier de charge de ce dialogue. Mais nous pouvons avoir quelques réticences en ce qui concerne le manque d'informations ou sur les fondamentaux, parce que on a quand même de grands intellectuels. On pourrait dire que c'est des postures politiques qui font que, bon, Si voilà. Mais on connaît les fondamentaux si de la les République. postures politiques vont aller jusqu'à remettre en danger la paix, la cohésion nationale, la paix sociale, l'unité nationale, vous ne voyez pas qu'il faut prendre le taureau par les cornes. On ne peut pas passer notre temps à bavardailler autour des vêtis, alors qu'il y a des impératifs de développement, alors qu'il y a des questions très sensibles. Personne ne sait l'issue de Covid-19 aujourd'hui. Personne. Et pendant que des gens réfléchissent à des solutions durables, des intellectuels gâteux se promènent et pleurnichent sur leur incapacité à soumettre un dossier de candidature pour aller à une lèvre. Vous trouvez ça normal? Il y a quelque chose qui ne va pas. Très bien. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican. Vous êtes notre consultant politique et électoral par ailleurs. Mesdames et messieurs, merci donc d'avoir suivi le décryptage de la semaine qui vient mettre un terme à Dimanche Politique. C'est votre grand programme sur les antennes de télé, sur les ondes de la radio Océan FM. Agréable suite de programmes sur nos antennes. Après, non, vous n'oubliez pas, vous suivrez Dasogyo dans Noumyang Bassa. Merci et bonne suite de soirée.